Deuxièmement, il n'y a pas d'identité primordiale. Alors, le terme d'identité primordiale a été beaucoup utilisé par des collègues anthropologues, par exemple pour désigner des identités d'ordre de la parenté ou des identités dites ethniques, et pour opposition à des identités qui seraient construites, par exemple, dans l'ordre politique. Identité d'appartenance à un parti politique, ou les identités religieuses sont également supposées être primordiales, vraisemblablement parce que nous sommes socialisés enfants dans une tradition religieuse particulière, celle de nos parents. Mais quand vous y regardez de plus près, ces identités dites primordiales sont en réalité des constructions historiques souvent très récentes, ou relativement récentes, en tout cas parfaitement identifiables dans leur genèse. Contrairement à une idée courante, l'ethnicité est une conscience politique, et j'insiste sur ce terme, c'est une conscience politique relativement récente en Afrique subsaharienne. Alors une conscience, parce que de même que je n'ai jamais rencontré dans ma vie professionnelle l'islam, je n'ai jamais rencontré Madame l'ethnicité. Vous ne rencontrez jamais Madame l'ethnicité Hutu ou Madame l'ethnicité Tutsi. Vous rencontrez des gens qui se disent Tutsi ou Hutu, où vous rencontrez des gens qui les désignent comme Hutu ou Tutsi, ce qui est extrêmement différent. Et d'ailleurs, en 1994, les Tutsis n'étaient pas d'accord entre eux et les Hutus n'étaient pas d'accord entre eux. Et les premières victimes du génocide de 1994 ont été des Hutus qui étaient les opposants politiques du Hutu Power, de la bande Abiy-Rahman. Donc, l'ethnicité, ça n'est pas une structure, c'est une conscience politique. Et cette conscience, elle est née du moment colonial. Alors, je ne veux pas reprendre le discours de l'historiographie nationaliste africaine qui dit ce sont les Blancs qui ont inventé l'ethnicité pour diviser et mieux régner. Les choses sont plus compliquées que ça. La conscience ethnique est née de l'interaction entre le colonisateur blanc et le colonisé africain. Et en réalité, c'est une coproduction idéologique. Mais dans l'Afrique précoloniale, vous n'aviez pas, à proprement parler, ce que l'on appelle aujourd'hui l'ethnicité, de conscience ethnique. Et si on garde l'exemple tragique des Grands Lacs, être Hutu ou être Tutsi avant la colonisation n'avait rien à voir avec ce que cela est devenu dans un contexte historique particulier sur lequel je reviendrai, mais que l'on peut évoquer très rapidement, à savoir le développement d'un État colonial bureaucratique qui réifie, qui fige les identités, notamment par le biais de l'état civil et par le biais de leur construction idéologique sur le mode du darwinisme social, et puis également dans un contexte capitaliste, parce que l'enjeu de la lutte politique ou de la lutte sociale sous la colonisation, c'est l'accumulation primitive de capital et notamment de terres. Et ça change complètement la donne. Mais être Hutu ou être Tutsi dans l'Ancien Régime, c'était précisément être, par exemple, Hutu, c'était faire partie de ce que l'on aurait appelé dans l'Ancien Régime français le tiers-État. Et vous pouviez, de Hutu, vous pouviez devenir Tutsi, un peu comme lorsque vous étiez bourgeois dans l'Ancien Régime français, vous pouviez devenir aristocrate, faire partie de la noblesse de robe, parce que vous achetiez une charge, un fief, ou que le roi vous le donnait. Donc, être Hutu et Tutsi dans l'ancien régime rwandais ou burundais, c'était un statut social, c'était pas l'appartenance à une ethnie, à ce que l'on appellera une ethnie. Et puis vous voyez bien aussi que être Hutu, Tutsi après 1994 au Rwanda, ça n'a rien à voir avec être Hutu ou Tutsi avant 1994 ou avant
les événements de 1959 qui voient déjà une première inversion du pouvoir entre ceux qu'on appelle les Hutus et ceux qu'on appelle les Tutsis. De même qu'être juif dans l'Europe médiévale, dans l'Europe du premier âge moderne, dans l'Europe du 19e siècle et dans l'Europe d'après la Shoah, ça n'a rien à voir. La conscience, bien entendu, est complètement différente. Ne serait-ce que parce que le rapport à l'autre est complètement différent. On peut faire exactement la même démonstration à propos de ce que l'on appelle le communalisme en Inde, qui est né du moment colonial. L'hindouisme, par exemple, n'existait pas en tant que religion avant le 19e siècle. C'est une galaxie d'appartenance sectaire. Et l'hindouisme s'est construit en religion dans un rapport conflictuel avec l'islam dans le contexte de la colonisation britannique, avec l'introduction d'institutions représentatives qui ont amené les entrepreneurs politiques à se constituer des banques de vote, et dans un contexte qui a été parfois qualifié de syncrétisme stratégique, où les hindouistes, ceux qui étaient en train de devenir hindouistes, membres d'une religion, ont emprunté en quelque sorte les armes de l'adversaire, à savoir l'islam et éventuellement le christianisme, pour garder une place au soleil dans les transformations que connaissait l'Inde au moment de la colonisation et ensuite au moment de l'indépendance. Donc le communalisme est une construction en Inde relativement récente. Et là aussi, le fait d'être hindou, c'est pas exactement la même chose dans les années du Parti du Congrès de Nehru, dans les années 50-60, qu'aujourd'hui, dans le contexte de la domination électorale du BJP, avec un Narendra Modi qui vient de faire, par exemple, passer sa loi d'exclusion, enfin sa loi anti-musulmane, de nationalité anti-musulmane, vous avez ça dans les journaux. Le confessionnalisme au Liban, dont on parle beaucoup à la faveur de la crise politique actuelle, est quelque chose qui émerge au XIXe siècle dans le contexte des transformations de l'Empire ottoman et surtout dans le contexte du mandat de la Société des Nations qu'assume la France entre les deux guerres. Mais le confessionnalisme au Liban est quelque chose d'assez récent.